Uvira résiste. Comment le Burundi et les Wazalendo ont brisé l'avancée du RDF M23 de Kagame. Depuis 5 mois, l'offensive du RDF M23 s'est enlisée à Kamanyola. Alors que Goma et Bukavu sont tombés, Uvira, elle, tient bon. Pourquoi? Parce que le Burundi a dit non à la domination de Kagame. Parce que les Wazalendo ont pris le relais lorsque certains soldats congolais ont fui. Dans cette analyse explosive, nous révélons les véritables raisons de cet échec militaire rwandais et saluons la résilience d'un peuple et de ses alliés contre un projet impérialiste démasqué. Voici la vérité que Kigali ne veut pas que vous sachiez. Cinq mois se sont écoulés depuis l'une des pages les plus sombres de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Les villes de Goma et Bukavu, joyaux stratégiques de l'Est congolais, sont tombées sous le contrôle des forces d'occupation rwandaises, agissant sous le masque trompeur du M23. Ce n'est plus un secret pour personne. Ce groupe dit « rebelle » n'est qu'une extension directe du régime autoritaire de Paul Kagame, dont l'objectif réel est de s'emparer durablement des territoires riches en ressources du Kivu. Et pourtant, alors que tout semblait indiquer que la ville d'Uvira allait subir le même sort, une résistance inattendue s'est levée, portée par l'honneur retrouvé des Wazalendo et la détermination sans faille du Burundi, ce voisin solidaire que l'histoire retiendra. Lorsque Bukavu est tombé, le moral des FARDC en poste à Uvira s'est effondré. Certains ont fui vers Kalemi, d'autres ont traversé la frontière pour se réfugier à Bujumbura, abandonnant la ville à ce qui semblait être une avancée inexorable des forces rwandaises. Le scénario rêvé par Kigali était en marche. S'emparer d'Uvira dans les 2 jours suivants, contrôler tout le sud Kivu et ouvrir une voie stratégique vers le Burundi pour alimenter une nouvelle déstabilisation régionale. Mais ce plan a échoué. Et cet échec porte un nom. La coalition patriotique entre le peuple congolais, les Wazalendo et les forces burundaises. La bravoure silencieuse des Wazalendo, ces défenseurs du sol congolais, a été le premier rempart contre la débâcle. Alors que certains soldats fuyaient, ce sont eux qui ont eu le courage d'intervenir, de désarmer les fuyards et de maintenir une ligne de défense autour d'Uvira. Leur engagement n'était pas motivé par l'intérêt, mais par la conscience d'un devoir sacré, défendre la patrie. Et dans cette urgence absolue, un allié s'est révélé indispensable, le Burundi du président Évariste Ndayishimiye. Loin des discours creux et hypocrites de certaines capitales africaines, complices de Kigali, Bujumbura a réagi avec lucidité et fermeté. Les policiers congolais, réfugiés sur son sol, n'y ont pas été tolérés longtemps. Le gouvernement burundais les a embarqués dans des véhicules et les a reconduits à Uvira, les forçant à reprendre leurs fonctions. Cette action, à elle seule, a restauré une partie de l'ordre dans la ville et montré que la solidarité entre États souverains d'Afrique centrale n'était pas qu'un slogan diplomatique, mais une réalité opérationnelle. Mais le rôle du Burundi ne s'est pas arrêté là. Les forces de la FDNB, Force de défense nationale du Burundi, ont immédiatement renforcé la ligne de défense, coordonnant leurs efforts avec les Wazalendo pour sécuriser les points stratégiques. Résultat, 5 mois plus tard, les troupes rwandaises n'ont toujours pas franchi Kamanyola. 5 mois d'humiliation pour Paul Kagame, dont la rhétorique guerrière se heurte à une résistance populaire qu'il n'avait pas anticipée. L'interview de l'évangéliste burundais Isidore Mbayahaga, accordée à African TV, a apporté une lumière salutaire sur les intentions réelles du régime de Kigali. Mbayahaga ne se contente pas de dénoncer. Il expose, avec une précision remarquable,
la mécanique du mensonge institutionnalisé du Rwanda. Il rappelle que Kagame n'a jamais assumé directement ses actes de guerre. Que ce soit au Congo ou ailleurs, Kigali agit dans l'ombre, via des groupes rebelles instrumentalisés comme le M23 ou Red Tabara. À chaque fois, le Rwanda nie toute implication, même lorsque les preuves s'accumulent, et que les corps des soldats RDF jonchent le sol congolais. Selon Mbayahaga, le plan de Kigali est clair, utiliser Uvira comme porte d'entrée pour une nouvelle guerre contre le Burundi, puis accuser Red Tabara d'en être à l'origine. C'est une stratégie d'infiltration et de dissimulation, un modèle d'agression indirecte fondé sur la manipulation des récits. Mais cette fois, le Burundi n'est pas tombé dans le piège. Il a anticipé, il a répondu, et il a bloqué. Dans cette guerre de la vérité, l'interprétation de l'histoire est une arme. Mbayahaga a raison. Partout où le Rwanda est passé, il a laissé derrière lui destruction, mensonge et division. Le Congo en est la preuve vivante. Depuis les années 1990, les incursions rwandaises ont été continues, toujours maquillées sous des prétextes sécuritaires ou humanitaires. Kagame s'est arrogé le droit d'intervenir chez ses voisins au nom d'un prétendu devoir de stabilisation, alors qu'en réalité, il ne poursuivait que des objectifs expansionnistes déguisés. Mais aujourd'hui, cette stratégie rencontre ses limites. Le président Félix Tshisekedi a compris que la guerre ne peut être gagnée que par une armée restructurée, loyale et appuyée par un peuple conscient. Le FARDC nouveau, en voie de professionnalisation, se relève peu à peu. Mais pour gagner, il faut écarter les traîtres, ceux qui pactisent avec l'ennemi ou qui détournent les moyens de l'État. La guerre du Congo est aussi une guerre contre l'État profond laissé par Joseph Kabila, complice tacite de Kagame pendant des années. Car Kabila, tout comme Kagame, est responsable du chaos actuel. Leur pacte silencieux a permis à Kigali de maintenir un pied en RDC. Les officiers formés au Rwanda, les chaînes de commandement infiltrées, les complicités politiques internes, tout cela est l'héritage empoisonné du kabylisme. Tshisekedi doit faire table rase de cette époque pour garantir une armée souveraine et une diplomatie affranchie des tutelles régionales. La diplomatie, justement, est aujourd'hui un levier indispensable. L'action militaire seule ne suffit pas. Le Congo doit parler, convaincre, exposer la vérité. Il doit nommer les agresseurs, démasquer les manipulations et fédérer les solidarités. Le retour triomphal de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU est un signal fort. Mais cette victoire diplomatique n'aura de sens que si elle s'accompagne d'une capacité militaire crédible, débarrassée des agents doubles et des intérêts étrangers. Dans ce contexte, le soutien du Burundi n'est pas anodin. Il représente un basculement géopolitique dans la région. Pour la première fois, un pays frontalier du Rwanda dit non à la politique agressive de Kagame. Un pays qui ne se contente pas de dénoncer, mais qui agit, sur le terrain, avec courage et responsabilité. Le geste du Burundi est une leçon pour d'autres. La souveraineté ne se négocie pas, elle se défend. C'est pourquoi l'alliance entre la RDC, le Burundi et les Wazalendo doit être renforcée, institutionnalisée, protégée. Elle constitue une ligne de front idéologique contre l'impérialisme régional déguisé en intervention humanitaire. Et surtout, elle prouve que l'Afrique peut se défendre par elle-même, sans attendre les injonctions ou les bénédictions des puissances occidentales, toujours promptes à temporiser lorsque Kagame massacre. L'histoire retiendra que lorsque Goma et Bukavu sont tombés, Uvira s'est levé. Que lorsque certains ont fui, d'autres ont combattu. Et que lorsque Kigali rêvait de triomphe,
il a rencontré la solidarité des peuples. C'est cette leçon que nous devons transmettre, documenter, enseigner, car elle nous dit que tout n'est pas perdu, que l'Afrique peut encore écrire ses propres victoires. Mais à une condition, ne jamais céder devant le mensonge, ne jamais trahir son peuple, et ne jamais oublier que la liberté a un prix que le Congo, les Wazalendo et le Burundi ont accepté de payer. Ensemble. Ce blocage militaire autour d'Uvira est aussi un révélateur de la panique qui s'empare désormais du régime de Kigali. Paul Kagame, habitué à avancer sans grande résistance dans une région longtemps désorganisée, découvre aujourd'hui qu'il n'a plus le monopole de la force ni celui du récit. Son obsession expansionniste, autrefois soutenue par les chancelleries occidentales sous prétexte de stabilité régionale, se heurte à des lignes rouges tracées par des États africains décidés à ne plus se laisser intimider. Le Burundi n'a pas seulement dit non à l'ingérence, il l'a fait avec des actes concrets, sur le terrain, aux côtés des Congolais. Dans ce jeu d'échecs géopolitiques, chaque geste compte. En ramenant les policiers congolais fuyards à Uvira, le Burundi a symboliquement rappelé à ses voisins leur devoir de souveraineté. En s'impliquant militairement pour empêcher la chute de la ville, il a envoyé un message clair à Paul Kagame. Le temps de l'impunité est révolu. Ce n'est pas un hasard si depuis, les provocations verbales de Kigali envers Bujumbura se sont intensifiées. Ce n'est pas un Red Tabara que Kagame redoute réellement. C'est la cohésion africaine renaissante contre ses ambitions impériales. Et au centre de cette dynamique nouvelle, l'attitude du président Tshisekedi est décisive. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas marchandé l'intégrité territoriale de la RDC. Il n'a pas tenté de composer avec l'ennemi, de jouer la carte du silence en échange d'un semblant de paix. Au contraire, il a nommé les responsables, appelé les choses par leur nom, exigé que les partenaires internationaux cessent de jouer la diplomatie des équilibres mortels. Cette franchise, bien que mal accueillie dans certains cercles occidentaux habitués à la docilité congolaise, a redonné une fierté au peuple. Mais Tshisekedi sait aussi que le discours ne suffit pas. Il faut un outil militaire efficace, loyal, discipliné. C'est pourquoi il a initié un vaste chantier de réforme des FARDC, appuyé sur la purge des officiers corrompus et infiltrés, et la montée en puissance des forces locales déterminées comme les Wazalendo. Ces derniers, issus des populations directement affectées par les agressions, connaissent le terrain, les enjeux et l'ennemi. Ils ne se battent pas pour une solde ou une médaille, mais pour la survie de leur patrie. Leur rôle dans la défense d'Uvira est la preuve éclatante que le salut du Congo passera par ses enfants les plus déterminés, et non par des alliances de salon. En parallèle, la RDC doit maintenir une offensive diplomatique tous azimuts. Chaque sommet africain, chaque tribune internationale, chaque session de l'ONU doit être utilisée pour dénoncer, preuves à l'appui, l'agression systématique du Rwanda. Il ne suffit plus de parler de groupes armés. Il faut nommer le Rwanda, l'AFC, le M23, le RDF et exposer leurs crimes. Il faut aussi appeler les alliés du Rwanda à prendre leurs responsabilités. Car certains pays, sous couvert de neutralité, continuent de soutenir Kagame à travers des accords économiques, militaires ou de renseignement. Cela doit cesser. Et c'est ici que la communauté panafricaine joue un rôle clé. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie ou la Guinée doivent sortir de la posture de spectateurs et rejoindre cette dynamique de résistance souveraine. L'agression du Congo n'est pas une affaire congolaise. C'est un test pour toute l'Afrique. Si un pays peut être envahi pendant 3 décennies sans que ses voisins n'agissent, alors aucun État n'est à l'abri. L'exemple du Burundi
doit inspirer une coalition africaine de défense collective contre le néocolonialisme régional. En ce sens, l'interview de l'évangéliste Isidore Mbayahaga dépasse le cadre spirituel. Elle est un acte politique fort. En dénonçant les manipulations rwandaises, il brise un tabou que beaucoup n'osent affronter, celui du double langage de Kigali. Il révèle, au grand jour, une stratégie fondée sur le mensonge, la victimisation et la violence déguisée. Kagame, selon lui, est un pyromane qui crie au feu, un agresseur qui se déguise en sauveur. Et le plus dangereux, c'est que cette imposture est encore relayée par certains médias et ONG complices, souvent aveuglés par l'image de modernité fabriquée par le régime rwandais. Mais les faits sont là. Goma et Bukavu sont occupés. Uvira est menacée. Des centaines de milliers de déplacés s'entassent dans des conditions inhumaines. L'économie locale est asphyxiée. Les écoles, les hôpitaux, les infrastructures de base sont détruits. Tout cela au nom d'une guerre que Kagame refuse même de reconnaître. Ce déni est en lui-même un crime, car il empêche toute possibilité de règlement honnête du conflit. Tant que le Rwanda n'assumera pas son rôle d'agresseur, la paix restera une illusion. C'est pourquoi le chemin de la diplomatie, bien que nécessaire, doit être pavé de vérité. Le Congo ne doit pas négocier sur la base d'un mensonge. Il doit imposer la reconnaissance des faits avant toute discussion. Et il doit continuer à se préparer à la guerre, non pas comme une option privilégiée, mais comme une nécessité stratégique. L'erreur serait de croire que l'ennemi s'arrêtera à Kamanyola par lassitude. Il ne recule que lorsqu'il est contenu. Il ne dialogue que lorsqu'il échoue par la force. Dans cette guerre, le peuple congolais a besoin de symboles. Et Uvira en est devenu un symbole de courage, de résilience, de fraternité africaine. C'est un nom qui demain pourrait entrer dans l'histoire comme le point de bascule d'un conflit trop longtemps occulté. C'est pourquoi il faut le défendre, le raconter, l'honorer. Les combattants, les civils, les alliés burundais, tous méritent notre reconnaissance et notre soutien. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Et cette fois, elle ne doit pas être confisquée par les puissances étrangères, les experts de plateau ou les rédacteurs d'ONG. Elle doit être racontée par les Africains, pour les Africains, avec leurs mots, leur fierté et leur vérité. Celle d'un continent qui, enfin, refuse de courber l'échine.